Quand on parle de psychotraumatisme, il est souvent question de certaines techniques réputées extrêmement efficaces, notamment sur ces symptômes des psychotraumatismes que sont les flashbacks, les réminiscences traumatiques, les cauchemars. Et ces techniques, les plus connues sont l'EMDR, l'IMO, mais il y en a aussi d'autres, l'EFT, le brain spotting, enfin il y en a plein avec des nouveaux sigles. Et à chaque fois, les gens disent que cette technique marche très bien et croient avoir trouvé une technique révolutionnaire qui va aller beaucoup plus loin, qui va aller au-delà de la précédente. Et en vérité, on a l'impression que toutes ces techniques, en fait, fonctionnent. Elles fonctionnent et elles ont toutes quelque chose d'impressionnant et de spectaculaire dans le soin pour les psychotraumatismes. Et en fait, quand on se penche un petit peu sur la question, il y a un certain nombre de facteurs, il y en a 5, qui font que ces techniques-là fonctionnent, qui font qu'une technique fonctionne, qui font que d'autres techniques apparaîtront et se prétendront révolutionnaires, et elles fonctionneront sur ces symptômes parce qu'elles auront toujours ces 5 caractéristiques qui me paraissent tout à fait fondamentales, qu'on appelle le MDR, l'IMO, le FT ou d'autres. C'est quoi ces caractéristiques fondamentales ? Eh bien, la première caractéristique fondamentale, c'est qu'il y ait des mouvements répétitifs ou alternatifs. Que ce soit des mouvements des yeux, que ce soit du tapping, des mouvements sensitifs qui font qu'on va entendre d'un côté de l'autre, sentir d'un côté de l'autre, des mouvements répétitifs et potentiellement alternatifs, ou les tapotis qu'on va faire dans d'autres techniques. On ne sait pas pourquoi, mais on le retrouve à chaque fois. Tout le rationnel qui est dessous est absolument irrationnel. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans le MDR que quand on fait bouger les yeux, on imite le mécanisme d'intégration qui aurait lieu pendant la nuit, pendant les mouvements rapides, est indémontrable. Le rationnel de l'IMO, que ce serait la même chose avec les mouvements de poursuite lente la nuit, ou que ce soit les zones des yeux, les secteurs des yeux dans lesquels on fait bouger et qui correspondent aux sous-modalités de la PNL. Alors ça c'est carrément faux. Les sous-modalités de la PNL selon la direction des yeux, c'est complètement démontré comme faux et admis comme faux par les concepteurs d'ailleurs de la PNL. L'EFT qui tapoterait sur des points d'acupuncture, etc. Il n'y a rien de rationnel et de démontrable là-dedans. Mais je crois qu'il faut être pragmatique, qu'il faut être empirique. On n'a pas toujours la preuve que le mécanisme explicatif intégral des techniques qu'on emploie, le mécanisme explicatif même intégral de l'efficacité de certains médicaments. Par contre, on peut se permettre de constater de façon empirique que ça fonctionne. Donc, on ne sait pas bien pourquoi, mais il semblerait qu'un ingrédient important soit qu'il y ait des mouvements alternatifs, répétitifs, que ce soit des mouvements oculaires, du tapping, des tapotis, des sons, etc. Mais ça contribue grandement à la technique. Il est possible, une des possibilités, c'est que ces mouvements répétitifs soient une façon tout à fait ancestrale, tout à fait très connue, de mettre les gens dans une forme de transe, dans une forme de dissociation. Et donc le deuxième ingrédient, évidemment, il faut que la technique soit dissociative. Il faut qu'elle accentue le phénomène dissociatif. Alors on le sait, le flashback, le cauchemar, la réminiscence traumatique est un phénomène dissociatif. C'est inclus dans les pathologies de la dissociation. Et donc, de façon peut-être un peu contre-intuitive, mais on va utiliser le mécanisme dissociatif pour aider une pathologie de nature dissociative. Alors souvent, et on l'a vu dans d'autres vidéos, et je peux vous renvoyer aussi à cette vidéo qui est en description, la vidéo d'Antoine Garnier sur la dissociation, on peut comparer tous nos éléments psychiques, si vous voulez, en quelque sorte à des briques de Lego, qui sont associées les unes aux autres, et puis finalement la dissociation, l'association, c'est quand elles fonctionnent toutes ensemble. La dissociation, c'est quand elles s'associent mal, ou qu'elles s'associent de travers, ou qu'il y a une pièce qui n'est pas tout à fait à l'endroit où elle devait être, ou que c'est un peu bancal, etc., etc. Et que ce mécanisme de dissociation, de réassociation qui est physiologique, est un petit peu grippé par le traumatisme. Et donc, si je veux travailler sur une pièce de Lego, d'une sculpture de Lego qui est à l'intérieur, qui est profondément ancrée dans la sculpture, je vais devoir détacher des pièces de Lego autour pour aller la chercher. D'accord ? Et donc du coup, c'est une métaphore pour dire que si vous voulez, quand il y a une pathologie de la dissociation, il semble très efficace d'utiliser la dissociation pour arriver à réparer ce qui est à l'intérieur. D'accord ? On va surdissocier pour réassocier. Voilà. Le troisième élément qui est constant
dans toutes les techniques, c'est l'exposition, la surexposition même. On va exposer la personne grandement à son traumatisme. Donc qu'on le fasse dans n'importe quelle technique, on va demander aux gens d'être au contact avec les éléments sensoriels et émotionnels. C'est absolument indispensable puisque l'évitement, c'est l'autre grand symptôme, à part les réminiscences, l'évitement est le grand symptôme majeur du syndrome de stress post-traumatique. Donc on va exposer les personnes, on va les surexposer, pas seulement en imagination, mais avec une dimension émotionnelle et sensorielle. Et donc, c'est cette exposition, pourquoi elle va fonctionner en fait? Cette exposition va fonctionner parce qu'il y a une relation, c'est le 4e élément. Pourquoi c'est très important? Parce que finalement, s'il suffisait de s'exposer, s'il suffisait d'être confronté à des réminiscences traumatiques, s'il suffisait d'être dissocié et de se rappeler de son traumatisme, les gens finalement guériraient tout seuls. Les gens vivent des réminiscences toute la journée, ils vivent des dissociations, ils vivent des flashbacks, ils vivent des cauchemars, et pourtant ça ne les aide pas. Parce qu'ils sont seuls, ils sont dissociés, ils refusent cette exposition, ils la refusent et c'est normal parce que c'est insupportable. Et là, ils vont l'accepter parce qu'ils vont être en sécurité. Donc la sécurité relationnelle est un élément extrêmement important. La sécurité relationnelle. Et donc, cette exposition, cette surexposition sur un mode dissocié, en mode sensoriel, accompagné par quelqu'un dans une forme de sécurité relationnelle, va permettre, en fait, 5e élément, une reprise partielle de contrôle, une reprise de contrôle que j'appellerais sur la forme et pas sur le fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le fond, finalement, le traumatisme a eu lieu. L'exposition que la personne va avoir et le changement qui va se produire dans sa manière de l'intégrer ne va pas être de modifier son souvenir au point d'imaginer que ça n'aura pas eu lieu. Non. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'à force de s'exposer au traumatisme, il va y avoir une sorte d'enrichissement du contexte. Les gens vont se rappeler de détails dont ils ne se rappelaient pas en première instance. Les gens vont avoir plus d'informations sur la scène, parce que si vous regardez un flashback, une réminiscence traumatique, c'est des souvenirs qui tiennent sur un timbre-poste. C'est des choses extrêmement brèves qui pourraient se décrire en une ligne et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Quand on enrichit le contexte grâce à cette exposition en sécurité, on voit plus de détails d'une même scène. Si on voit plus de détails d'une même scène, c'est comme si vous pouviez regarder la scène sous différents angles. C'est comme si vous pouviez ajouter un élément que vous n'aviez pas vu au début et ça peut vous permettre de la recadrer, de la voir un peu autrement. Et en fait, en pouvant un peu choisir en quelque sorte l'angle de vue, vous changez de point de vue sur ce qui s'est passé. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, on peut changer la manière dont on le perçoit. Et quand on change la manière dont on le perçoit, on reprend du contrôle, on n'est plus dans cette posture passive, au moins sur nos perceptions. Et donc on sort de cette posture de victime et on se sent mieux. Voilà. Donc, bien entendu, il y a aussi l'hypnose. Et c'est pour ça que je disais que le premier élément, l'élément de mouvement alternatif ou de mouvement répétitif, est peut-être un élément qui mène en fait à la transe, qui mène en fait à un état de conscience particulier. Et donc je dis ça parce que finalement dans l'hypnose, il n'y a pas forcément de mouvement alternatif ou répétitif pour induire la transe. On peut avec un pendule comme les anciens, ou on peut avec d'autres choses. Les mouvements d'ailleurs alternatifs sont un très bon inducteur de transe. Mais on peut induire la transe par d'autres manières et on aura exactement les mêmes éléments si vous faites les grands classiques de l'hypnose sur le harcèlement, donc la régression en âge par exemple, ou la fameuse salle de cinéma, vous allez avoir quoi? Les mêmes ingrédients. Vous allez être en relation avec quelqu'un, ce qui va vous sécuriser, ce qui va vous permettre de vous exposer à la scène sur un mode très dissociatif, voire en double, triple dissociation. D'accord? Et généralement, ce que les gens vont raconter, c'est un enrichissement de la scène de départ. Ils vont voir des choses qu'ils n'avaient pas vues, ils vont modifier certaines modalités sensorielles, pas le fond, pas la survenue du traumatisme, mais la manière dont ils le regardent, la couleur, un détail, un élément, et ça va leur redonner une forme de contrôle sur la forme et pas sur le fond, et ils vont se sentir mieux. Donc ça fonctionne toujours de la même manière. Et en fait, ça veut dire qu'il y a d'autres techniques qui sortiront, mais il ne faudra pas s'étonner qu'on nous dise que c'est incroyable, ça marche, et c'est vrai, quand on utilise ces techniques, en général, on trouve ça assez spectaculaire, la manière dont ça marche. C'est très étonnant de voir qu'en quelques séances, il y a des traumatismes très anciens qui vont s'apaiser, c'est assez épatant. Et en fait, on peut toujours inventer une nouvelle technique qui comprendrait finalement ces éléments, et si elle comprend ces éléments, eh bien on a toutes les chances que cela fonctionne. Et après, ça donne une sorte de protocole, alors que vous ayez des protocoles grands, petits, compliqués,
ça n'a pas tellement d'importance au fond. Il y a aussi des possibilités d'apprendre à sortir des protocoles tant qu'on garde la même trame, quand on garde les mêmes ingrédients. On peut prendre des libertés si on a compris les ingrédients. C'est comme en cuisine, si vous avez compris les ingrédients, si vous avez compris ce qui fait le goût ou la texture d'un aliment, vous pouvez un peu changer la recette parce que vous savez les grandes étapes à respecter. Et puis la dernière chose, c'est que en plus d'un protocole efficace sur les flashbacks et qui aiderait à dépasser l'évitement, c'est-à-dire vraiment les symptômes cardinaux du traumatisme, ça va quand même être plus efficace si vous incluez cette partie technique, parce qu'elle est éminemment technique, si vous l'incluez dans un modèle thérapeutique. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles intégratifs qui incluent non seulement cette part technique qui peut être inspirée de l'EMDR, de l'IMO, de l'EFT ou d'un mélange de tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais c'est plus intéressant quand c'est inclus, et je trouve ça indispensable même, que ce soit inclus dans un modèle un petit peu thérapeutique plus large, comme le narratif, l'orientation solution, le stratégique. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être la TCC. Voilà, c'est important que ce soit inclus dedans, parce que finalement, cette partie d'intégration, qui est la plus importante, qui est le cœur de la thérapie, c'est une des phases du traitement. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 3 phases du traitement. Ça, c'est la phase 2 en fait. C'est la plus importante, la principale, la plus spectaculaire, celle qui répond très bien à ce genre de technique. Mais c'est une des parties. Il faut vraiment une vision globale du traumatisme pour arriver à aider les personnes souffrant de psychotraumatisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à décrypter aussi tout ce qu'on entend autour de nous sur des nouvelles techniques et des nouveaux protocoles révolutionnaires, mais qui en fait vont toujours fonctionner tant qu'ils respectent tout ça. Et vous pouvez aussi apprendre des techniques un peu mélangées et les faire à votre manière. Si vous respectez la trame de tout ça, si vous avez ces ingrédients-là, eh bien finalement vous aurez quelque chose d'efficace sur les flashbacks, les cauchemars, les réminiscences traumatiques et les syndromes d'évitement. Donc je le redis, un moyen d'entrer en transe, souvent des mouvements alternatifs, d'accord, une transe qui va avoir pour caractéristique d'être dans une forte dissociation, une surdissociation, avec une exposition, voire une surexposition, dans un contexte relationnel, dans un contexte de sécurité et d'acceptation. Et tout ça va nous mener à un enrichissement du contexte de la mémoire traumatique qui va permettre un recadrage, qui va permettre une reprise de contrôle sur la forme et qui va permettre de sortir de tout ça. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces techniques qu'on utilise un peu partout avec beaucoup d'efficacité spectaculaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo.